Mon fils cadet, qui est pilote, m'a appelé. Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Ma belle-sœur est à la maison. Oui, elle est là, ai-je répondu. Elle est sous la douche. Sa voix s'est réduite à un murmure. C'est impossible. J'ai son passeport entre les mains. Elle vient de monter à bord de mon vol pour Barcelone. À ce moment précis, j'ai entendu des pas derrière moi. Je suis contente que tu sois rentrée. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires d'où vous regardez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle s'est répandue. Ce matin, comme tous les autres, je me dépêchais de faire la vaisselle après le petit déjeuner. Mon fils aîné, Stéphane, était parti tôt au travail, laissant la maison silencieuse. Son fils, mon petit-fils Mathias, ce petit malin de 7 ans, avait déjà été pris en charge par le bus scolaire. Et Ariana, ma belle-fille, la femme de Stéphane, venait de monter à l'étage. Sa voix douce m'est parvenue. « Maman, je vais prendre une douche rapide. »« D'accord, ai-je répondu en souriant. Je venais à peine de ranger la dernière assiette lorsque le téléphone fixe a sonné. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et me suis dépêché de répondre. La voix joyeuse et jeune de mon fils cadet, Ivan, a rempli la ligne. « Maman, je voulais juste te dire bonjour. J'avais un peu de temps libre pendant une escale à l'aéroport. » Entendre sa voix me fit l'effet d'une étreinte chaleureuse. Ivan est ma fierté et ma joie, un jeune copilote toujours en déplacement qui réalise son rêve d'enfant de conquérir les cieux. Je souris et lui posai quelques questions sur son vol, sur la façon dont il allait. Il rit de bon cœur et répondit que tout allait très bien, que le travail se passait bien. Mais soudain, son ton a changé, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Maman, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Ma belle-sœur est à la maison. » J'étais perplexe. J'ai regardé vers l'escalier où j'entendais encore l'eau couler dans la salle de bain. « Bien sûr qu'elle est là, mon chéri. »« Ariana est à l'étage en train de prendre une douche, » ai-je répondu avec certitude. Ariana m'avait parlé moins de 10 minutes auparavant et elle portait ce chemisier blanc qu'elle portait toujours à la maison. Comment pouvais-je me tromper? Mais à l'autre bout du fil, Ivan était resté silencieux pendant un long moment, si long que je pouvais entendre sa respiration. Puis, sa voix est devenue très sérieuse, pleine d'étonnement. « Maman, c'est impossible, car j'ai son passeport ici, dans ma main. Elle vient de monter dans mon avion à destination de Barcelone. » J'ai ri, pensant qu'il devait se tromper. « Oh, mon chéri, tu as dû te tromper. Je viens de voir Ariana. Elle m'a même dit qu'elle allait prendre une douche. » J'ai essayé de lui expliquer calmement pour le rassurer, mais il n'a pas ri. Il ne m'a pas répondu comme il le faisait d'habitude. Il m'a dit d'une voix lente, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses idées, qu'après l'embarquement de tous les passagers, il était sorti en courant pour chercher des papiers qu'il avait oubliés et qu'il avait accidentellement trouvé un passeport près de la porte d'embarquement. Au début, il a pensé le donner au personnel de l'aéroport. Mais lorsqu'il l'a ouvert pour voir à qui il appartenait, il s'est figé. La photo était celle d'Ariana. Son nom était là, clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait aucun doute possible. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai essayé de rester calme. « Tu es sûr, Ivan? Ce passeport pourrait appartenir à quelqu'un d'autre, ai-je dit, même si une petite pointe d'inquiétude m'avait déjà effleuré. Ivan soupira, et sa voix était désormais un mélange de perplexité et de fermeté. « Maman, je viens de descendre dans la cabine passager pour vérifier si c'était elle. Elle est assise en classe affaires à côté d'un homme qui a l'air très riche et élégant. Ils discutaient très intimement, comme s'ils formaient un couple. » Les mots d'Ivan me transpercèrent comme un coup de poignard. Je restais figée, serrant le combiné du téléphone. Ma tête tournait. Un couple? Impossible. Je venais d'entendre la voix d'Ariana à l'étage. Je venais de la voir en chair et en os dans cette même maison. Mais à ce moment précis, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et la voix d'Ariana descendre les escaliers. Elle était douce, mais suffisamment forte pour me faire sursauter. « Maman, qui est-ce » Je paniquais. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Juste un ami, répondis-je rapidement, la voix tremblante, et je me précipitai dans le salon pour éviter le regard d'Ariana, qui passait la tête par la porte de l'escalier, les cheveux encore mouillés. Je fermai la porte et murmurai dans le téléphone, essayant de ne pas laisser transparaître ma nervosité. « Ivan, je viens d'entendre Ariana. Elle est là. Elle vient de finir de prendre sa douche. Tu es sûr de ne pas te tromper ? »
De l'autre côté, Ivan est resté silencieux à nouveau. Puis, sa voix est devenue plus dure. Maman, c'est impossible. Elle est juste devant moi dans cet avion. Je la regarde en ce moment même. J'étais sans voix, l'esprit vide. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes au point de presque laisser tomber le combiné. Le salon m'a soudain semblé étouffant, même si le soleil brillait dehors. Je me suis effondrée sur le canapé en essayant de respirer profondément, mais ma poitrine était lourde d'une question sans réponse. Si Ariana était là, qui était la femme dans l'avion d'Ivan? Et si la femme dans l'avion était Ariana, qui était la personne dans ma maison? Quelques minutes plus tard, Ariana est descendue dans la cuisine. Elle portait une robe bleu clair propre, ses cheveux étaient encore humides, et elle souriait avec la même douceur que d'habitude. Maman, je vais au marché tôt aujourd'hui. Tu veux que je te rapporte des légumes ou autre chose? Sa voix était douce, familière, comme si rien d'étrange ne se passait. Je la regardais, essayant de sourire, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de porter des pierres. Oui, ma chérie. Ramène des tomates, s'il te plaît, répondis-je, la gorge sèche. Ariana acquiesça. Elle prit son panier en osier et sortit de la maison. Sa silhouette disparut derrière le portail. Je restais là, à la regarder partir, le cœur en boule. Je ne croyais pas qu'Ivan me mentait. Mon fils n'avait aucune raison d'inventer une histoire pareille. Il avait toujours été un garçon honnête, très sensible et affectueux avec sa famille. Mais Ariana, la belle-fille avec qui j'avais vécu pendant tant d'années, était aussi devant moi, en chair et en os, indéniable. Je me suis demandé, y a-t-il quelque chose qui m'a échappé? Y a-t-il un secret dans cette maison que moi, une vieille femme, je n'ai jamais remarqué? Je me suis assise en silence dans le salon, tandis que le soleil de midi filtrait à travers les rideaux, projetant de faibles rayons de lumière sur le sol carrelé. Le vieux fauteuil où je m'assois toujours pour tricoter ou lire des histoires, à Mathias semblait également plus lourd maintenant. L'appel d'Ivan résonnait dans ma tête. Chacun de ces mots était comme un coup de marteau dans mon cœur. J'ai regardé autour de moi la pièce où étaient accrochées les photos de famille. Stéphane et Ariana le jour de leur mariage, Mathias nouveau-né, et le sourire radieux d'Ivan lorsqu'il a enfilé son uniforme de pilote pour la première fois. Tous ces souvenirs semblaient donc désormais recouverts d'un voile, flou et plein de doutes. Je m'appelle Stella Becker, je suis une veuve de 65 ans qui vit dans un quartier calme, de la classe moyenne à Munich, en Allemagne. Mon mari, Raphaël, est décédé il y a 10 ans, me laissant avec mes 2 fils que j'aime plus que ma propre vie. Stéphane, l'aîné, est un architecte travailleur, toujours plongé dans ses plans et ses projets. Ivan, le plus jeune, est ma fierté, car il a réalisé son rêve de devenir pilote. Ma vie tourne autour de la petite famille de Stéphane, de ma belle-fille, Ariana, et de mon petit-fils Mathias, et des jours paisibles passés dans cette maison. Ariana, ma belle-fille, a toujours été un modèle parfait à mes yeux. Elle était belle, travailleuse, toujours impeccable, tant dans sa façon de s'habiller que dans la manière dont elle s'occupait de Mathias. Je me souviens encore du jour de leur mariage, une grande fête organisée dans le jardin de la maison de ses parents. Même si la famille d'Ariana n'était pas riche, ils ont fait tout leur possible pour que tout soit parfait. Ariana est entrée dans ma maison avec un sourire confiant et un regard lumineux, comme si elle était née pour être une épouse et une mère merveilleuse. Je pensais souvent à la chance que j'avais d'avoir une belle-fille comme elle. Après le départ d'Ariana pour le marché, je suis restée assise, serrant inconsciemment le bord de la nappe. L'appel d'Ivan m'a amenée à réexaminer de petits détails qui me semblaient normaux auparavant. Il y avait des jours où Ariana quittait la maison en disant qu'elle allait au marché ou voir une amie, mais quand elle revenait, elle semblait être une personne différente. Un jour, elle était toute douce, serrant Mathias dans ses bras et lui chantant une berceuse pour l'endormir. Mais d'autres jours, elle était de mauvaise humeur et m'agressait verbalement simplement parce que j'avais oublié de remettre la salière à sa place. Je pensais que c'était là simplement les sautes d'humeur d'une jeune femme. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Mon cœur était noué, comme si quelqu'un venait de bouleverser tous les souvenirs que j'avais chéris pendant si longtemps. Je me souviens qu'il y a quelques mois, Ariana avait pris un stylo pour écrire la liste des courses de la main droite. Son écriture était très droite et soignée. Mais le lendemain, je l'ai vue utiliser sa main gauche et écrire avec plus de fioritures, comme si elle n'était pas habituée à le faire. Je lui ai demandé « Depuis quand écris-tu de l'autre main, ma chérie ?» Elle a ri et m'a rapidement répondu « Oh, juste pour m'amuser, maman, je m'entraîne. »
J'ai acquiescé sans y prêter davantage attention. Mais maintenant, ce détail est devenu un souvenir marquant dans mon esprit. J'étais perdue dans mes pensées lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mathias est arrivé en courant, son cartable rebondissant sur son dos. Il m'a serré fort dans ses bras en disant de sa petite voix chantante: Oma, la maîtresse m'a félicité aujourd'hui parce que j'ai très bien dessiné. Je lui caressais la tête en essayant de sourire, mais je sentais toujours un poids sur ma poitrine. Mathias s'assit et sortit son cahier pour me le montrer. Oma, regarde, hier, maman m'a aidé à faire mes devoirs avec sa main droite et son écriture était très jolie. Mais aujourd'hui, elle a écrit avec sa main gauche et c'était plus brouillon. Le garçon m'a montré 2 pages du cahier, l'une avec des lettres bien formées et l'autre avec des lettres tordues. J'ai regardé l'écriture et mon cœur s'est serré. Ta maman devait être très occupée aujourd'hui. Elle était probablement fatiguée. C'est pour ça qu'elle a écrit comme ça, ai-je dit en essayant de cacher ma confusion. Mais Mathias m'a regardé avec ses yeux innocents. Oma, maman est tellement bizarre. Certains jours, elle me serre très fort dans ses bras, mais d'autres jours, elle ne me regarde même pas. Les paroles de mon petit-fils m'ont fait encore plus mal. Je l'ai serré dans mes bras pour le réconforter, mais dans ma tête, tout commençait à s'embrouiller. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Frau Muller, ma gentillette voisine, debout devant moi avec l'assiette qu'Ariana lui avait apportée la veille. Elle m'a souri avec son sourire habituel, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. Stella, ta belle-fille est si gentille, mais hier j'ai remarqué qu'elle m'avait tendu l'assiette de la main gauche, alors que tu m'avais dit qu'elle était droitière, n'est-ce pas? C'est étrange. Ou peut-être qu'elle utilise ses 2 mains. J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu: C'est possible, Elga. Tu veux entrer prendre un café? Elle a acquiescé et est entrée, mais sa remarque m'avait transpercé le cœur comme une épine. Je n'étais pas la seule. Même les voisins avaient même remarqué la différence. Je lui ai servi un café et nous avons parlé de tout et de rien. Mais dès qu'elle est partie, je me suis effondrée sur le canapé, la main sur la poitrine. Je me sentais figée, comme si le monde s'écroulait sur moi. Cet après-midi-là, je suis sortie dans le jardin avec l'arrosoir, essayant de verser doucement l'eau sur les marguerites dont je m'occupais depuis des années. Le soleil commençait à se coucher. Les ombres des arbres s'étendaient dans le jardin, mais mon âme ne trouvait pas la paix. Les paroles de Mathias, de Frau Muller et la voix ferme d'Ivan au téléphone tournaient en boucle dans ma tête, comme des cailloux jetés dans un lac calme, créant des ondulations qui ne s'arrêtaient même pas. J'arrosais les plantes, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis demandé: suis-je trop vieux maintenant pour remarquer les choses étranges qui se passent dans ma propre maison? Ou ai-je délibérément fermé les yeux, voulant croire en la famille heureuse dont j'ai toujours rêvé? Ariana est revenue du marché avec son panier en osier. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle le tenait de la main gauche. Je me souvenais parfaitement qu'Ariana utilisait toujours sa main droite, que ce soit pour tenir le couteau, pour couper les légumes, ou pour peigner les cheveux de Mathias. Je restais là, à la regarder poser le panier sur la table de la cuisine, puis je lui demandai à voix basse: Qu'as-tu acheté, Ariana? J'essayais de parler naturellement, mais à l'intérieur, un sentiment de suspicion grandissait. Elle sourit et répondit très poliment: J'ai pris des tomates, du persil et du poisson frais. Maman, je vais préparer le poisson grillé que tu aimes tant ce soir. Ça te va? Sa voix était douce comme toujours, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses mains. La gauche? Non, la droite. J'ai hoché la tête et je me suis détournée, faisant semblant de nettoyer la table. Mais mon cœur battait à tout rompre. Étais-je en train d'imaginer des choses, ou ces petits détails essayaient-ils de me dire quelque chose? À l'heure du dîner, toute la famille s'est réunie autour de la table. Stéphane était fatigué après une longue journée de travail, mais il a tout de même souri à Mathias et lui a demandé comment s'était passée l'école. Ariana mangeait lentement, délicatement, et s'est même tournée vers Stéphane pour lui rappeler: Chérie, la réunion parents-professeurs a lieu la semaine prochaine, alors n'oublie pas de prendre un jour de congé. Je l'ai regardée, essayant de trouver la belle-fille dont j'étais si fière. Mais dans ma tête, la voix d'Ivan résonnait sans cesse. Elle est assise en classe à faire, à côté d'un homme. Je me mordis la lèvre, essayant de ravaler mon angoisse, mais j'avais l'impression d'avoir une pierre coincée dans la gorge. 3 jours plus tard, tout avait changé. Mathias renversa un verre d'eau pendant le dîner, et l'eau se répandit sur toute la nappe. J'ai rapidement attrapé un chiffon pour nettoyer,
en riant, ce n'est pas grave, mon amour, fais juste plus attention. Mais Ariana, assise en face de lui, a soudainement froncé les sourcils et a dit d'une voix aiguë. Mathias, pourquoi es-tu si maladroit? Fais plus attention. J'étais stupéfaite, regardant Stéphane. Il a également froncé les sourcils et a dit à voix basse. Ariana, c'était un accident, c'est tout. Elle s'est retournée, les yeux brillants de colère. Tu le défends toujours, et je finis par passer pour la méchante de la maison. L'atmosphère à table est devenue pesante. Mathias a baissé la tête, les yeux remplis de larmes. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant une profonde douleur. Il y a quelques jours à peine, Ariana lui avait gentiment rappelé d'aller à l'école, et maintenant, elle semblait être une personne complètement différente. Je m'assis à côté d'elle, observant en silence, essayant de rassembler les pièces du puzzle dans ma tête. Aujourd'hui, elle était irritable. L'autre jour, elle était si gentille. Aujourd'hui, elle utilisait sa main gauche. L'autre jour, c'était sa main droite. Ces petites différences, une à une, s'accumulaient dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle que je ne parvenais toujours pas à assembler complètement. Je me disais que je devais me calmer. Mais chaque fois que je regardais Ariana, je voyais une étrangère, comme si elle n'était pas la belle-fille avec laquelle j'avais vécu pendant tant d'années. Quelques jours plus tard, j'ai emmené Mathias à l'école. Il me tenait la main tandis que nous marchions dans la même vieille rue pavée. Soudain, il s'est arrêté, m'a regardé et m'a dit d'une voix triste « Oma, hier, maman m'a appris à écrire, et elle a été très patiente. Son écriture était si jolie, mais aujourd'hui, elle n'a même pas voulu regarder mes devoirs. Elle m'a dit de les faire tout seul. » Je me suis agenouillée pour regarder dans ses yeux clairs et j'ai senti mon cœur se briser. « Ta maman était occupée, mon chéri. Ne sois pas triste, lui ai-je dit, mais ma voix tremblait. Mathias a hoché la tête, mais son regard était toujours plein de déception. Je l'ai serré dans mes bras, envahi par un immense sentiment d'impuissance. Il n'a que 7 ans. Comment pourrait-il comprendre quelque chose que je ne comprends pas moi-même? Ce soir-là, nous nous sommes assis pour dîner. Soudain, Ariana a sorti un petit carnet de son sac et s'est mise à écrire quelque chose de la main gauche. Stéphane, qui était en train de se servir, a éclaté de rire. « Hé, depuis quand tu écris de la main gauche? Ça fait bizarre !» Ariana s'est figée, un sourire forcé aux lèvres. « Oh, je fais juste un essai, chérie. » Elle a rapidement rangé le carnet dans son sac, mais j'ai remarqué une lueur de panique dans ses yeux. Stéphane a secoué la tête et n'a rien dit d'autre, mais je savais qu'il avait lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Je suis restée assise là, serrant ma cuillère, essayant de garder un visage impassible, mais à l'intérieur, les doutes grandissaient comme un feu lent. Un matin, je pris un pot à épices vide et traversai la même vieille rue pavée pour me rendre chez Frau Müller. Ariana l'avait emprunté quelques semaines auparavant, prétextant qu'il lui servirait à préparer le plat au paprika qu'elle aimait tant. Je frappai à la porte et Frau Müller m'ouvrit avec son sourire aimable habituel. « Stella, entre, je vais te faire du café, » dit-elle, un chiffon à la main. Je lui ai donné le pot, pensant la remercier et partir, mais elle m'a fait asseoir sur une chaise en bois dans sa cuisine. L'atmosphère était chaleureuse. Ça sentait le café torréfié, mais je n'arrivais pas à me détendre. Frau Müller m'a regardé avec des yeux pleins de doute et a baissé la voix. « Stella, ne te fâche pas contre ce que je vais te dire. La personnalité de ta belle-fille a-t-elle changé? » Un jour, elle me salue joyeusement et me demande même des nouvelles de mes enfants. Mais hier, elle est passée par ici. Je lui ai fait signe et elle ne m'a même pas répondu, comme si elle ne me connaissait pas. Les paroles de Frau Müller ont été une nouvelle pierre dans le lac troublé de mon cœur. J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu. Elle devait être pressée, Helga. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours. Mais intérieurement, j'étais bouleversée. Je savais que Madame Müller ne parlait pas pour ne rien dire. C'est une personne très observatrice qui prête toujours attention aux détails. Si même elle avait remarqué le comportement étrange d'Ariana, alors mes soupçons n'étaient plus seulement le fruit de mon imagination. Je suis restée encore un peu, j'ai bu une gorgée de café désormais froid, puis j'ai pris congé, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la boulangerie de Herr Schmidt, où j'achetais toujours des petits pains sucrés pour Mathias. Herr Schmidt était derrière le comptoir et lorsqu'il m'a vue, il m'a souri. « Madame Becker, que puis-je vous servir pour le petit champion aujourd'hui ?» Je lui ai demandé quelques pâtisseries et il m'a soudainement demandé « Vous êtes la mère de Stéphane, n'est-ce pas ?»
Sa femme est venue l'autre jour, elle était très gentille. Elle m'a même dit que mon pain était délicieux. Mais ce matin, elle est revenue avec un air renfrogné. Elle a acheté le pain et n'a même pas dit merci. Elle est juste partie. Je me suis figée, agrippant la poignée de mon sac à main. Elle devait être fatiguée, Joseph, ai-je répondu d'une voix tremblante. Je l'ai remerciée rapidement et je suis partie. Les paroles de Herr Schmidt étaient un autre coup de poignard, creusant encore plus profondément les doutes qui grandissaient en moi. Une fois rentrée chez moi, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur la terrasse. Le vent soufflait doucement, apportant le parfum des marguerites du jardin. Je regardais vers la rue qui menait au marché où Ariana se promenait toujours. Soudain, je la vis revenir, son sac de course à la main, mais elle me salua d'une voix sèche. « Bonjour, maman. » Pas de sourire, pas de joie comme hier, lorsqu'elle se vantait d'avoir fait une bonne affaire en achetant du persil. J'acquiesçai et répondis à voix basse « Tu es déjà de retour ?» Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de l'observer de plus près. Le chemisier qu'elle portait aujourd'hui était bleu marine, différent du chemisier blanc qu'elle portait quand elle était au parti. J'ai essayé de lui demander d'une voix douce « Pourquoi as-tu changé de chemisier ?» Ariana a marqué une pause, puis a rapidement répondu « Oh, j'avais une tache dessus et j'ai dû le changer. » Elle sourit à demi et se précipita dans la cuisine. Je restai là, la tasse de thé à la main, avec l'impression qu'un rocher m'écrasait la poitrine. Les paroles de Frau Müller, de Herr Schmidt et la façon dont Ariana m'avait répondu, tout cela m'obligeait à cesser d'ignorer les choses. Ce soir-là, nous étions tous en train de dîner. Mathias parlait de l'école de sa petite voix enjouée, mais je remarquai qu'Ariana se contentait d'acquiescer sans lui répondre, contrairement aux autres fois. Lorsque Stéphane a demandé « Tu as fini de manger pour que ta maman puisse débarrasser les assiettes ?» Mathias s'est soudainement tourné vers moi et m'a dit innocemment « Oma, oh, maman ne m'a pas chanté de berceuse. Mais hier, elle a chanté cette chanson. Guten Abend, Gute Nacht, que tu me chantes toujours et c'était tellement beau. » J'ai regardé Ariana, qui se servait à manger sans réagir. Mais les paroles de Mathias m'ont transpercé le cœur. Cette berceuse, cette Guten Abend, Gute Nacht que je chantais à Stéphane et Ivan, seule Ariana et moi la connaissions dans cette maison. Alors pourquoi l'a-t-elle chantée hier et pas aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle changé si rapidement? Je me suis levée pour débarrasser les assiettes, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis souvenu des fois où Ariana quittait la maison en disant qu'elle allait voir une amie, mais revenait avec un regard étrange. Un jour, elle a rapporté un bouquet de fleurs fraîches, disant qu'une amie le lui avait offert. Mais un autre jour, elle s'est fâchée quand je lui ai demandé « Où es-tu allée aujourd'hui pour rentrer si tard ?» Avant, je pensais que ce n'était pas important, mais maintenant, cela me semblait être les pièces d'un secret beaucoup plus grand. Je ne voulais pas croire qu'Ariana me cachait quelque chose, mais chacun de ses mots, chacun de ses gestes me faisait douter. Ce soir-là, après avoir nettoyé la cuisine, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai sorti un vieux cahier d'un tiroir. Ma main tremblait lorsque j'ai écrit la première ligne. 15 heures. Ariana part au marché, revient à 18 heures vêtue d'un chemisier bleu, attitude irritable. Peu. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à faire comme si de rien n'était. J'ai continué à écrire. Hier, elle a chanté une berceuse à Mathias, tendrement. Aujourd'hui, elle était froide, elle n'a pas chanté. Chaque mot était un trait lourd, comme si je gravais mes soupçons dans la réalité. Mon vieux cahier était désormais rempli de notes sur Ariana. Chaque ligne était un morceau de mon doute, comme si je peignais un tableau que je n'osais pas regarder. Je me suis assis dans la cuisine, regardant le cahier avec le cœur lourd. Je ne pouvais plus garder toutes ces pensées pour moi. Elles étaient comme des vagues qui montaient et descendaient, me laissant seule dans ma confusion. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui me comprendrait, qui ne me jugerait pas, qui ne tirerait pas de conclusions hâtives. J'ai immédiatement pensé à Carla, ma meilleure amie, qui m'accompagne depuis notre enfance, lorsque nous nous asseyions sous un arbre pour tricoter et nous raconter nos vies. J'ai décroché le téléphone, la voix tremblante. « Carla, tu es libre cet après-midi? Allons au café du coin, j'ai besoin de parler. » Carla a accepté immédiatement, sa voix aussi chaleureuse que jamais. « Stella, je savais que quelque chose n'allait pas. Attends-moi, j'arrive. » Je me suis sentie un peu soulagée, mais l'inquiétude continuait de me peser.
J'ai enfilé mon vieux châle et j'ai quitté la maison pour me rendre au petit café du coin où Carla et moi avions partagé tant de joies et de peines. L'endroit était toujours le même, avec ses tables en bois sombre et cette délicieuse odeur de café fraîchement torréfié. J'ai choisi une table dans un coin où la lumière était tamisée afin que personne n'entende notre conversation. Je m'assis là, serrant la tasse de café chaud, mes l'âme glacée. Je me demandais comment j'allais lui parler de tous ses soupçons. Comment allais-je oser avouer que je doutais de ma propre belle-fille? Carla est arrivée vêtue d'un cardigan léger et portant un sac de légumes frais. Elle s'est assise et m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard perçant mais affectueux. Stella, rien qu'en regardant ton visage, je sais que quelque chose de grave ne va pas. Allez, laisse tout sortir. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix se briser, mais chaque mot restait coincé dans ma gorge. Je lui ai tout raconté, en résumé. L'appel d'Ivan depuis l'aéroport, le passeport d'Ariana, la femme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau dans l'avion, et tous les petits détails que j'avais notés, depuis la façon dont elle changeait de main pour écrire jusqu'à ses sautes d'humeur du matin au soir. J'ai sorti le cahier de mon sac et le lui ai tendu. Regarde, j'ai tout noté ici. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais je ne peux plus fermer les yeux. Carla a feuilleté les pages en fronçant les sourcils. Elle a lu lentement mon écriture tremblante. Tu as tout remarqué, Stella, a-t-elle dit d'une voix grave. Chaque fois qu'elle part et revient, c'est comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai secoué la tête en serrant la tasse de café. Je ne sais pas, Carla. Je sais juste que j'ai peur. Peur qu'Ariana cache quelque chose. Peur que ma famille se brise si j'approfondis mes recherches. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois connaître la vérité. Pour Stéphane, pour Mathias. Carla posa sa tasse sur la table et me regarda avec détermination. On ne trompe pas facilement une femme, Stella. Que te dit ton instinct? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose de louche ici. Tu dois aller au fond des choses. J'hésitais et ma voix se transforma en murmure. Et si je me trompais à son sujet? Et si je faisais du mal à Stéphane? Carla m'interrompit fermement. Fais confiance à ton instinct. Si tu ne découvres pas la vérité, tu vivras toujours dans le doute et tu ne pourras pas protéger Mathias ou Stéphane. À ce moment-là, Frau Weber, la dame qui vend des légumes au marché et que je connais, est entrée dans le café. Elle m'a reconnue et m'a souri. Frau Becker, quelle coïncidence! La semaine dernière, j'ai vu votre belle-fille au marché. Elle était si gentille. Elle a même acheté un bouquet de persil supplémentaire pour cuisiner. Mais ce matin, elle est revenue avec un air très sérieux. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle a acheté ses légumes et est partie. Quelque chose ne va pas avec votre belle-fille? J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu. Elle doit être fatiguée. Maria. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Une autre personne avait remarqué le comportement étrange d'Ariana. J'ai remercié Frau Weber, je l'ai regardée partir, puis je me suis retournée vers Carla. La panique se reflétait dans mes yeux. Carla m'a pris la main et sa voix s'est adoucie. Tu vois, Stella, tu n'es pas la seule. Même les voisins le remarquent. Ne te mens plus à toi-même. Continue à tout noter, et si tu dois le faire, tu devras la suivre. Pas pour lui faire du mal, mais pour protéger ta famille. Radjeke. J'ai acquiescé, mais mon cœur s'est serré. Je savais que Carla avait raison, mais l'idée de suivre ma propre belle-fille me donnait l'impression de trahir ma famille. J'avais passé toute ma vie à m'occuper de cette maison, et maintenant je devais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Enquêter sur l'un de mes miens. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi, l'esprit encore confus. Ariana a quitté la maison avec son panier rouge habituel. Maman, je vais faire un tour au marché, m'a-t-elle dit d'une voix douce. J'ai acquiescé, mais dès qu'elle a disparu derrière le portail, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 15 heures, Ariana part au marché avec un panier rouge, attitude normale. Je suis restée là, à regarder l'horloge, comptant chaque minute. À 18 heures, Ariana était revenue, mais le panier qu'elle tenait à la main était désormais bleu. Surprise, je lui ai demandé « Tu as changé de panier ?» Elle a souri et m'a rapidement répondu « Oui, l'autre s'est cassé et une amie m'a prêté celui-ci. » J'ai acquiescé, mais mes mains tremblaient tandis que j'ajoutais une note dans mon carnet. De retour à 18 heures, portant un panier bleu, voix un peu précipitée, mes notes s'accumulaient. Chaque ligne me rapprochait un peu plus de la vérité, mais m'éloignait aussi un peu plus de l'image de la vieille mère qui ne sait qu'aimer et faire confiance.
Le week-end, Stéphane est parti tôt pour faire des heures supplémentaires, et Mathias était à une activité scolaire, laissant la maison calme, juste pour Ariana et moi. Je nettoyais la table de la salle à manger, essayant de m'occuper pour chasser les doutes qui me rongeaient, mais alors, Ariana est descendue de sa chambre dans une robe à fleurs jaune pâle, aussi fraîche qu'au début de son mariage. Maman, je vais faire un tour au marché, a-t-elle dit d'une voix douce. Elle a pris son panier en osier habituel et est partie. J'ai hoché la tête en souriant, mais à l'intérieur, une voix insistait. Suis-la, Stella. Va découvrir la vérité. Je n'ai pas hésité. J'ai pris mon vieux châle, je l'ai mis sur ma tête pour couvrir un peu mon visage, et j'ai quitté la maison en silence, en gardant une distance de sécurité derrière Ariana. Le soleil était chaud, la sueur imprégnait mon dos, mais je m'en fichais. Je voulais juste savoir où elle allait vraiment, ce qu'elle faisait. Ariana marchait rapidement dans la rue pavée qui menait au marché, mais soudain, au lieu de tourner à droite comme d'habitude, elle tourna à gauche dans une ruelle derrière un quartier populaire. Les maisons étaient vieilles, serrées les unes contre les autres, avec de la peinture écaillée et des toits en tôle rouillée. Je ralentis, le cœur battant, essayant de me cacher derrière des vélos garés sur le trottoir. Ariana ne s'est pas retournée, elle a continué à marcher. Elle s'est engagée dans une ruelle encore plus étroite où la lumière du soleil pénétrait à peine. Je me suis cachée derrière un atelier de mécanique où un homme était concentré sur le serrage de boulons. J'ai vu Ariana s'arrêter devant une vieille porte en bois, frapper doucement, puis entrer et disparaître. Je suis restée là, le souffle court, la tête qui tournait. Que faisait ma belle-fille, là-bas? Ce n'était ni le marché, ni la maison d'un de ses amis dont elle m'avait parlé. Je voulais m'approcher, frapper à la porte et lui demander directement, mais mes pieds semblaient cloués au sol. J'avais peur de la vérité, peur que ce que j'allais découvrir détruise tout. Finalement, je fis demi-tour et rentrai chez moi, le cœur lourd de questions, chaque pas plus lourd que le précédent. À peine avais-je poussé le portail que je me suis figée. Ariana était debout dans la cuisine, en train de couper des légumes, vêtue d'un chemisier blanc, complètement différent de la robe à fleurs qu'elle portait lorsqu'elle est partie. Elle fronçait les sourcils et me regardait d'un œil froid et perçant. « Où étais-tu, maman ? Tu viens juste de rentrer ?» Je suis restée figée, la bouche sèche, incapable de prononcer un mot. Quelques minutes auparavant, je l'avais vue entrer dans cette ruelle, vêtue d'une robe jaune. Comment avait-elle pu revenir si vite? Et ce chemisier? J'ai balbutié. Je... je suis juste allée me promener, c'est tout. Ariana a acquiescé sans rien dire d'autre, mais son regard m'a donné des frissons dans le dos. Je suis montée dans ma chambre en faisant semblant de chercher quelque chose, mais en réalité, c'était pour échapper à ce regard, pour calmer mon cœur qui battait à tout rompre dans ma poitrine. Ce soir-là, j'étais assise en train de tricoter quand Mathias a couru dans ma chambre, les joues rouges après avoir joué dans le jardin. Il s'est accroché à mes jambes en sanglotant. Oma, maman m'a crié dessus juste parce que j'ai fait tomber un crayon. Ce n'était pas comme hier. Hier, elle était si gentille, elle m'a même pris dans ses bras. J'ai pris Mathias dans mes bras, je lui ai caressé la tête, mais à l'intérieur, je me sentais brûlée. Ta maman était fatiguée, mon chéri. Ne sois pas triste, lui ai-je dit, mais ma voix tremblait. Mathias a caché son visage dans mon épaule et m'a murmuré. Oma, je veux la maman d'hier. Je le serrai plus fort dans mes bras, les larmes aux yeux. Les mots de mon petit-fils étaient en moi comme un couteau, gravant mes soupçons encore plus profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond. Les images se répétaient, sans cesse dans ma tête. Ariana dans sa robe à fleurs, entrant dans la ruelle. Ariana dans son chemisier blanc, debout dans la cuisine. Et la voix d'Ivan. Elle est dans mon avion. J'ai sorti le cahier du tiroir et j'ai écrit une phrase que je n'osais même pas croire moi-même. Peut-être ne s'agit-il pas de la même personne. Cette phrase me semblait être une malédiction et me faisait trembler. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner dans cette ruelle. Je ne supportais plus le doute. J'ai pris la photo de famille qui est accrochée dans le salon, celle où Ariana sourit radieusement à côté de Stéphane et Mathias. Je l'ai serrée contre moi et j'ai quitté la maison, déterminée mais terrifiée. La ruelle était la même qu'hier, silencieuse et sombre. Je me suis arrêtée à côté d'un stand de currywurst où une femme d'âge moyen attisait le charbon. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé « Excusez-moi, avez-vous vu cette jeune femme dans le coin ?»
La femme l'a regardé attentivement, puis m'a répondu: Oh oui, bien sûr, elle va et vient souvent de la maison au numéro 14, celle-là là-bas. Je la remerciai, le cœur battant à tout rompre, et me dirigeai directement vers cette maison. La maison au numéro 14 apparut devant moi, avec ses murs tachés, sa porte en bois écaillé et un pot avec une marguerite fanée sur le rebord de la fenêtre. Je restai là, les mains tremblantes, avec l'impression que le monde entier retenait son souffle avec moi. Je frappai à la porte et chaque coup résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. La porte s'ouvrit et je restai sans voix. Devant moi se tenait une femme identique à Ariana, du visage au corps en passant par ses longs cheveux noirs. La seule différence était son regard effrayé et ses mains qui tremblaient alors qu'elle tenait un chiffon. Je balbutiai, la voix brisée: Ariana? La jeune femme sursauta, serra le chiffon fermement et tenta de claquer la porte. Mais à ce moment-là, une autre voix se fit entendre de l'intérieur. Une voix douce, mais ferme. Isabella, ne te cache plus. Tu sais que c'est mal, toi aussi. Je levai les yeux et vis une jeune femme sortir d'un coin de la pièce, se tenant juste derrière celle qui ressemblait à Ariana. Elle était mince, avait les cheveux attachés en chignon et un regard intelligent mais gentil. Elle me regarda et sourit légèrement. Je m'appelle Lucia Muller, je suis la colocataire d'Isabella, Frobecker. Entrez, je vous en prie. Il est temps que vous sachiez la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher mes jambes de trembler, et je suis entrée dans cette petite maison au toit de tôle. Les murs étaient tachés, le sol en béton était fissuré, et une légère odeur de désinfectant flottait dans l'air. Dans un coin, un vieil homme toussait faiblement, allongé sur un vieux lit de camp recouvert d'une couverture effilochée. Je me sentais écrasée par l'espace, mais je continuai à marcher et m'assis sur la chaise en bois que Lucia m'indiqua. La femme identique à Ariana baissa la tête et parla d'une voix à peine audible. « Je suis désolée. Je ne suis pas Ariana, je m'appelle Isabella. » Il a que quoi? Je la regardai, l'esprit en ébullition, incapable de dire quoi que ce soit. Isabella. Ce nom m'était étranger, mais son visage m'était trop familier. Je joignis les mains, essayant de garder une voix ferme. « Expliquez-moi pourquoi vous ressemblez tant à ma belle-fille et pourquoi vous vous présentez chez moi. » Isabella leva les yeux, le regard plein de culpabilité, mais elle ne répondit pas immédiatement. À la place, Lucia s'assit à côté d'elle, versa un verre d'eau à partir d'une vieille cruche en plastique et commença à parler. « Isabella est très pauvre, Frau Becker, dit Lucia d'une voix calme et claire. Ses parents adoptifs sont très malades, en particulier le monsieur allongé là-bas. Il y a quelques années, Isabella a rencontré Ariana par hasard au marché. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et Ariana en a profité. Elle a proposé à Isabella de se faire passer pour elle, de la remplacer pendant quelques heures, chaque fois qu'elle en avait besoin. Isabella ne voulait pas, mais Ariana l'a payé très bien, et sa famille avait besoin d'argent pour acheter des médicaments. Je regardai Isabella et vis qu'elle avait la tête baissée, serrant le tissu si fort que ses jointures étaient blanches. La remplacer, pourquoi faire? Insistai-je, la voix pleine d'incrédulité. Pourquoi Ariana aurait-elle besoin de quelqu'un pour se faire passer pour elle? Isabella leva les yeux, la voix tremblante. Je ne sais pas tout, Frau Becker. Elle me disait simplement: reste dans la maison pendant quelques heures, fais quelques courses, va au marché, occupe-toi du garçon. Puis elle me donnait de l'argent, beaucoup d'argent, assez pour acheter les médicaments de mes parents. Je n'osais pas en demander plus. Elle baissa la tête et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je la regardai, la poitrine serrée. Tous les détails étranges des derniers mois prenaient soudain tout leur sens. Le changement de main pour écrire, la personnalité parfois douce, parfois aigre, la voix parfois douce, parfois froide. Tout s'imbriquait désormais, comme les dernières pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir. Lucia poursuivit d'un regard plus perçant. Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai vu une fois Ariana avec un homme très élégant. Il s'appelle Carl Thompson. J'ai entendu son nom lorsqu'ils discutaient dans un café. Il s'appelait Liebling, de manière très affectueuse. À ce moment-là, Isabella attendait dehors dans la voiture, sans rien comprendre. Le nom de Carl Thompson me transperça le cœur comme un couteau. Je me souvins des paroles d'Ivan. Elle est assise en classe affaires, à côté d'un homme riche. La petite pièce semblait tourner autour de moi.
J'essayais de rester calme, mais mes mains tremblaient tellement que je renversais le verre d'eau. Lucia se précipita pour nettoyer, mais je secouais simplement la tête. Ma voix s'étrangla. Elle, Ariana, trompe ma famille. Isabella s'effondra, la voix étranglée par les sanglots. Je suis tellement désolée, Frau Becker. Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste sauver mes parents. Je regardais cette jeune femme, au visage identique à celui d'Ariana, mais avec un regard plein de douleur et de regret. J'avais envie de me mettre en colère, j'avais envie de crier. Mais en voyant Isabella, je ne ressentais que de la pitié. Elle n'était pas le cerveau de l'opération, elle n'était qu'un pion dans le jeu d'Ariana. Tout s'écroulait sous mes yeux. Je me suis levée, essayant de rendre ma voix ferme. Isabella, sais-tu où se trouve Ariana? Sais-tu ce qu'elle fait quand elle te demande de te faire passer pour elle? Isabella secoua la tête, toujours en pleurs. Je ne sais pas, Frau Becker. Elle me disait juste de faire ce qu'elle me demandait et qu'elle me paierait. Je n'osais pas en demander plus. Lucia posa une main sur son épaule pour la réconforter, puis s'adressa à moi. Frau Becker, je sais que c'est très douloureux pour vous, mais Isabella est aussi une victime. Elle n'avait pas d'autre choix. Je regardais autour de moi cette maison modeste, entendant la voix faible de l'homme allongé sur le lit de camp. Je comprenais le désespoir d'Isabella, mais cela n'effaçait pas le sentiment de trahison que je ressentais. Je serrais les poings, essayant de retenir mes larmes. Je ne te blâme pas, Isabella, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je dois protéger mon fils et mon petit-fils. Je me levai avec le sentiment que le monde s'écroulait autour de moi. Merci, Lucia, de m'avoir dit la vérité. Je reviendrai. Je quittai la maison et le soleil éclatant m'aveugla, mais mon cœur était froid. Le lendemain matin, je retournai dans cette petite ruelle où les murs tachés et la porte en bois écaillée étaient devenus une obsession dans mon esprit. Le soleil était encore chaud, mais je ressentais une froideur intérieure, comme si je portais en moi un vent glacial de doutes non résolus. J'ai frappé à la porte du numéro 14, serrant la photo de famille, comme si c'était une amulette qui me donnerait le courage d'affronter la vérité. Cette fois, Isabella ne semblait pas aussi effrayée. Elle a ouvert la porte avec un regard toujours timide, mais plus calme, et m'a invitée à entrer. Madame Baker, je vous attendais. Entrez, je vous en prie. La maison était toujours aussi petite, avec cette odeur de désinfectant et la faible toux de l'homme allongé sur le lit de camp. Je m'assis sur la vieille chaise en bois et regardai Isabella. Elle portait un chemisier simple, ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée, mais elle n'avait plus peur. Je pris une profonde inspiration et dis à voix basse : « Isabella, je veux rencontrer ta mère adoptive. J'ai besoin de mieux comprendre tout cela. » Isabella acquiesça et me conduisit dans un coin de la pièce où une femme très mince aux cheveux complètement blancs était allongée dans un lit, les yeux troubles fixés au plafond. C'était Frau Wagner, la mère adoptive d'Isabella. Je pris sa main frêle et me présentai. Je suis Stella Baker, la mère de Stéphane, le mari d'Ariana. Frau Wagner me regarda, respirant avec difficulté, et dit d'une voix faible : Isabella n'est pas ma fille biologique. C'est une enfant que j'ai adoptée quand elle était nouveau-née. Ces mots me frappèrent, comme un coup de marteau. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre, mais j'essayais de garder une voix calme. Racontez-moi comment tout cela s'est passé, s'il vous plaît. La dame toussa, puis commença lentement à me raconter une histoire à laquelle je n'étais pas préparée. Il y a de nombreuses années, j'étais infirmière dans un hôpital d'une petite ville, commença-t-elle d'une voix tremblante. Une famille très pauvre avait eu des jumeaux. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient pas garder les deux. La mère pleurait. Elle disait qu'elle ne pouvait en garder qu'un. L'autre, ils allaient l'abandonner. J'avais le cœur brisé, je ne pouvais pas les laisser abandonner ce bébé. Alors, je l'ai adopté. C'est Isabella. Elle s'interrompit pour tousser longuement, puis regarda Isabella avec un immense amour. Je l'ai élevée comme si c'était ma propre fille, mais je sais qu'elle a toujours voulu retrouver ses vrais parents. Je n'ai rien d'autre à lui offrir que mon amour et cette maison. Je restais assise là, agrippée au bord de la chaise, la tête qui tournait. Savez-vous qui sont les parents biologiques d'Isabella ? Demandai-je d'une voix tremblante. Madame Wagner secoua la tête. Je sais seulement qu'il s'agissait d'une famille pauvre d'une ville voisine. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je voulais juste sauver l'enfant. Je regardais Isabella et la vis, le visage baissé, les larmes coulant sur ses joues.
Madame Baker, je ne sais rien de mes parents biologiques, dit-elle d'une voix étranglée. Mais quand j'ai rencontré Ariana, j'ai pensé qu'elle savait peut-être quelque chose. Elle me ressemble tellement, mais elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je me sentais à court d'air. Je demandai à Frau Wagner de me montrer ses anciens papiers, dans l'espoir d'y trouver un indice. Elle me montra une vieille commode en bois. Isabella en a sorti une enveloppe en papier jauni et me l'a donnée. À l'intérieur se trouvait une copie de documents hospitaliers indiquant la date de naissance d'Isabella. Je les ai lus rapidement et j'ai senti mon cœur s'arrêter. La date de naissance d'Isabella était exactement la même que celle d'Ariana, celle que j'avais vue sur ses papiers lorsqu'elle avait épousé Stéphane. J'ai saisi les documents de mes mains tremblantes et j'ai regardé Isabella. Vous et Ariana pourriez être des sœurs jumelles, dis-je, la voix perdue. Isabella s'effondra en pleurant, se couvrant le visage. Alors Ariana est-elle ma sœur? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle fait faire tout ça? Je la regardais, le cœur brisé. Je me souvenais des jours où Ariana venait chez moi, radieuse et confiante, comme si elle était née pour être la femme et la mère parfaite. Je l'avais aimée. J'avais cru qu'elle rendrait Stéphane heureux, mais maintenant, je savais qu'elle avait non seulement trompé ma famille, mais qu'elle avait également profité de sa propre sœur, l'utilisant comme double pour cacher des secrets que je n'osais même pas imaginer. Je me suis levée, j'ai posé ma main sur l'épaule d'Isabella, et ma voix, bien que ferme, ne pouvait cacher ma douleur. Isabella, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne profiter de toi. Je vais aider tes parents à soigner leur maladie, mais en échange, tu dois coopérer avec moi. Je dois révéler la vérité à Stéphane, pour Mathias. Tits. Isabella acquiesça, toujours en pleurs. Je vais t'aider. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Je la regardai et vis la sincérité dans ses yeux, et pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Je quittai la maison et traversai la ruelle, l'âme en tourmente. Je passai devant le marché animé, où les gens faisaient leurs courses et riaient. Mais dans mon esprit, les paroles de Frau Wagner résonnaient comme des cloches. Deux jumelles, l'une abandonnée, l'autre élevée. Et maintenant, leur destin s'était croisé dans ma propre famille. Je suis rentrée chez moi, l'âme en pagaille, comme un chant après une tempête. La vérité sur Ariana et Isabella, le secret des jumelles, était un poids qui m'écrasait la poitrine. Je me trouvais à un carrefour auquel je n'étais pas préparée. Affronter ma belle-fille, la femme qui nous avait tous trompés, et révéler la vérité à Stéphane et Mathias. Cette nuit-là, j'ai appelé Ivan. Ma voix était ferme, mais mon cœur tremblait. Ivan, tu dois rentrer à la maison demain soir. J'ai besoin que tu m'éclaircisses certaines choses. Ivan était surpris. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Maman, il s'est passé quelque chose de grave? Je lui ai répondu sans détour. Viens, mon chéri, j'ai besoin de toi. Et si tu peux, apporte le passeport électronique d'Ariana. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement répondu oui, maman, je serai là. J'ai raccroché et je me suis assise avec l'impression que le monde entier s'écroulait sur moi. Je savais que le lendemain soir serait une soirée que personne dans cette famille n'oublierait jamais. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai préparé un grand dîner familial. J'ai mis une nappe blanche sur la table et allumé des bougies. J'ai préparé le goulash que Stéphane aime tant et le poisson grillé que Mathias demande toujours. Je voulais que ce dîner soit spécial, non pas pour faire la fête, mais pour marquer un avant et un après. J'étais dans la cuisine en train de couper des légumes, mais mon esprit était ailleurs, entre cette ruelle sombre et les paroles d'Isabella. Je me suis dit que je devais être forte pour Stéphane, pour Mathias. Mais chaque coup de couteau me semblait être une coupure dans mon propre cœur. Stéphane est rentré à la maison alors que la nuit commençait à tomber, fatigué par son travail. En voyant la table dressée, il a été surpris. « Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi as-tu préparé autant de nourriture, maman ?» J'ai souri, essayant de paraître calme. Je voulais juste que nous passions tous un bon dîner. Assieds-toi, mon chéri. Ariana est entrée dans sa robe bleu clair avec un sourire doux, mais un peu de nervosité dans les yeux. Mathias a couru se blottir contre mes jambes. « Oma, le poisson sent si bon !» Je lui ai caressé la tête, la gorge serrée. Je savais qu'après cette soirée, le sourire innocent de Mathias ne serait peut-être plus jamais aussi insouciant. Nous nous sommes assis à table et au début, l'ambiance était animée. Stéphane parlait de son travail.
Mathias parlait avec enthousiasme du dessin qu'il avait fait à l'école. Ariana acquiesçait, faisant parfois quelques commentaires, mais je remarquai que sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tenait sa cuillère. Je pris une profonde inspiration et fis signe à Ivan, qui attendait dehors. Il entra, suivi d'Isabella, vêtue d'une robe simple, le visage identique à celui d'Ariana, mais avec un regard plein d'angoisse.